Pour toi, Joe, Ça tourne à l'image pour moi, c'est quand vous voulez. Et ça commence par 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure de l'actu sur IUJ TV. Pour m'accompagner, vous en avez l'habitude maintenant, Magali Berthet est avec nous. Bonjour Magali. Bonjour Valentin et bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer, les titres de l'actualité. 3 jours après le cambriolage spectaculaire survenu au Louvre, le musée a rouvert ce matin. La sécurité a-t-elle été renforcée? Quelle est l'image renvoyée à l'international? On sera en direct sur place pour faire le point. Et puis 48 heures après la tornade dévastatrice survenue lundi à Hermont dans le Val d'Oise, l'heure est à la reconstruction pour les riverains, nous irons à leur rencontre. Et puis cette compétition également complètement folle, les World Skills, qui a pour objectif de promouvoir 60 métiers manuels aux jeunes. Elle a eu lieu la semaine dernière à Marseille. Vous verrez notre reportage dans ce journal. Et pour commencer tout de suite, on va à Hermont, Magali. Oui. 48 heures après la tornade qui a violemment frappé la ville du Val d'Oise, sur place, les habitants s'organisent alors que les premières opérations de reconstruction commencent. Henri Chahine, Loïc Brisson et Ambra Baumé sont allés à la rencontre des riverains. Plus de 24 heures après le passage du phénomène, Hermont tente peu à peu de se reconstruire. Le quartier des Chênes fait partie des zones les plus touchées. De nombreuses maisons ont vu leur toiture arrachée, laissant place à des bâches provisoires en attendant des réparations plus durables. Nous avons rencontré Jean, employé dans une agence de sécurité. Son équipe veille sur les habitations endommagées pour prévenir les intrusions et protéger les biens des sinistrés. Nous, on intervient pour sécuriser les pavillons, pour sécuriser les biens parce que les fenêtres sont ouvertes. Les carreaux sont brisés. Selon plusieurs habitants vivant à proximité de l'une des gares de la ville, l'électricité n'a été rétablie qu'hier soir vers 19 h grâce à un groupe électrogène. Si les panneaux d'affichage fonctionnent à nouveau, de nombreux foyers restent encore privés d'eau et de services essentiels. Du côté des assurances, le sentiment d'abandon domine. C'est le cas de Benoît, 45 ans, dont la maison a subi d'importants dégâts. On n'a plus d'électricité, on n'a plus de toit, les toits sont arrachés. Les vérandas, les baies vitrées, les fenêtres cassées, beaucoup de dégâts. Là, on attend la réponse de l'assurance depuis hier. Nous avons tenté de joindre les compagnies d'assurance pour obtenir davantage d'explications, sans succès. Une cellule d'écoute est ouverte à la maison communale où des psychologues reçoivent sur rendez-vous chaque jour de 16 h à 18 h. À ce jour, la reconstruction de la ville suit doucement son cours. Pour mieux comprendre la formation des tornades, ces phénomènes météorologiques à la fois surprenants et redoutables, notre spécialiste météo Sarah Mambeke est avec nous aujourd'hui. Sarah, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, bien qu'elle reste rare en France, les tornades se créent lorsque un air chaud et humide qui provient de la mer rencontre un air froid et sec qui provient cette fois-ci des pôles. Donc plus concrètement, l'air chaud a plutôt tendance à remonter, tandis que l'air froid, lui, a tendance à descendre. Et c'est justement la condensation de l'humidité de l'air chaud qui forment alors des nuages orageux. Et justement, ces deux masses d'air, donc l'air chaud et l'air froid, vont s'enrouler l'un autour de l'autre pour ensuite créer un entonnoir nuageux. Concrètement, on parle réellement du mot tornade lorsque le tourbillon touche le sol et que les spirales d'air détruisent tout ce qu'il y a autour d'elle. Et justement, pour quantifier sa gravité, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Fujita, qui permet justement de comprendre quelles étaient la gravité et les dégâts de cette tornade. Alors nous avons le F1 jusqu'au F5, c'est-à-dire que le F1 signifie une tornade qui est moyennement grave, tandis que le numéro F5 signifie une tornade qui est très grave et qui a causé énormément de dégâts. Merci beaucoup Sarah. Ce matin, le musée du Louvre a rouvert 3 jours après le cambriolage spectaculaire. Une réouverture attendue par les visiteurs. Romuald Chevrier, vous êtes devant le musée. Quelles sont les conditions de réouverture? Est-ce que la sécurité a été renforcée? C'est une journée presque comme les autres au musée du Louvre. Vous le voyez derrière moi, la file d'attente est longue et ne désemplit pas depuis ce matin. Comme tous les jours de l'année, 30 000 visiteurs sont attendus pour visiter le musée qui a ouvert ses portes à 9 h et qui les fermera à 21 h comme prévu. Seul changement, la fermeture de la galerie Apollon où se trouvaient les bijoux dérobés. Côté sécurité, si l'équipe de communication n'a pas souhaité nous répondre, une employée qui souhaite rester anonyme nous l'a certifié sans nous dire le nombre. Plus d'agents de sécurité ont été mobilisés.
Des failles au niveau de la sécurité qui avaient été constatées il y a bien longtemps par une ancienne employée du musée que nous avons rencontrée sur place. Mes collègues avaient déjà alerté plusieurs fois sur le manque de budget, le manque de sécurité. J'étais à l'école du Louvre, donc juste en face, et en interne, on savait aussi qu'il y avait des manques de moyens. Donc pour moi, j'étais surprise que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Des employés qui ne sont donc pas surpris de ce qui s'est passé et dont les remarques sur la sécurité n'ont pas été entendues. Des conditions de sécurité qui font l'objet de l'audition de la directrice du musée, Laurence Descartes, par le Sénat à 16h30. Un cambriolage comme on a rarement vu et la sécurité du musée qui est donc au cœur des débats. Une question qui se pose, quelle image renvoie ce vol à l'international? On a justement notre deuxième reporter, Auguste Ndiaye, qui est également au Louvre. Auguste, vous qui êtes sur place et qui croisez de nombreux touristes, que vous disent-ils de cette situation? Quelle est l'image que leur renvoie tout simplement notre pays? On entend un peu de tout ici, du français évidemment, mais aussi de l'anglais, du chinois, de l'italien ou de l'espagnol. Et c'est une bonne nouvelle pour le musée du Louvre qui accueille chaque année près de 70% de visiteurs étrangers. Et ils sont au rendez-vous aujourd'hui et sont même plutôt amusés des conditions de ce vol extraordinaire. Incroyable. Le professionnalisme, de faire ça en 7 minutes et de s'échapper. C'était de vrais professionnels. Mais pour moi, ce n'est pas un drame. Ce qui a été volé n'était pas quelque chose de très vieux. Donc, des choses pires peuvent arriver. Je pense que c'est dingue qu'ils aient été capables de s'échapper avec ça sans que personne ne les arrête. Le cambriolage des bijoux de la couronne a fait le tour du monde, on en parle partout, mais on le voit, le Louvre peut toujours compter sur ses visiteurs internationaux. Merci beaucoup Auguste. Et maintenant, direction l'Isère, au cœur de l'usine de sirop de la marque Tesser. La marque emblématique dans nos placards depuis plus de 300 ans est aujourd'hui en grande crise financière. Alors que le site historique de Crolles s'apprête à fermer ses portes, plus de 170 emplois sont menacés. Reportage de Pauline Hainaut. Devant l'usine de sirop Tesser, l'émotion est intense. Parmi ces 300 salariés, pour certains, c'est la fin d'un long chapitre de leur vie. Franck, 55 ans, ouvrier Tesser, depuis 30 ans, se confie. Il y a eu des larmes qui sont sorties, je ne vous le cache pas. Quand j'ai annoncé ça à ma femme, ça s'est un peu effondré. Pour Natalia, comptable depuis 5 ans pour l'entreprise, cette décision est un choc. On se doutait qu'il allait se passer quelque chose. On se doutait. Mais on n'était pas prêt à ce qu'ils ferment carrément l'usine et qu'ils suppriment énormément de postes au siège. Coût de production élevé, baisse de 120% de rentabilité et concurrence étrangère de plus en plus forte. Florent, délégué CGT, ne se fait pas d'illusions sur l'avenir de l'entreprise, mais demande un accompagnement des futurs licenciés. Aujourd'hui, on est là pour défendre les intérêts des salariés, pour des conditions de départ dignes, à la hauteur des moyens de notre entreprise et de notre groupe. Sans repreneur, l'usine Tesser fermera en avril 2026 et sa production sera déplacée au Havre. Une cellule d'aide sera également mise en place avec l'État et les collectivités locales pour accompagner les ex-salariés dans leur reconversion. Du côté de l'Assemblée nationale, l'examen du budget 2026 va débuter vendredi. Si la taxe Zuckman n'est pas au programme, les grandes fortunes ne seront pas ménagées pour autant. Valentin Gasselin, merci d'être avec nous. Il y a toujours une volonté de taxer les riches? Merci Magali. Pour taxer les riches, on peut retenir 3 mesures principales pour ce projet de loi de finances 2026. Le premier, c'est la taxe sur les holdings patrimoniales. Alors une holding patrimoniale, c'est une société qui détient le patrimoine de ses diverses filiales. Elles sont utilisées par les ultra-riches pour éviter l'impôt et le gouvernement, pour contrer cette stratégie fiscale, veut les taxer à 2%. Deuxième mesure, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Souvenez-vous, elle avait été instaurée par Michel Barnier l'année précédente et sera exceptionnellement étendue pour l'année 2026. Elle concerne les ménages, les couples gagnant plus de 500 000 € qui recevront un taux d'imposition de minimal de 20%. Et l'impôt sur les grandes entreprises sera lui aussi reconduit cette année. Avec un petit changement, puisqu'il sera 2 fois moins féroce que l'année dernière, puisqu'il générera 4 milliards d'euros seulement. On parle ici de 2 types d'entreprises. La première, celle qui génère plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et qui seront taxées à 10,3%, et les autres qui, elles, génèrent un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros et qui recevront un impôt de 20,6%. Ces 3 mesures, combien est-ce que ça va rapporter à l'État? Eh bien, comme vous le voyez juste sur ce panneau, elles rapporteront 6,5 milliards d'euros dans un projet de budget qui, au total, recherche 30 milliards d'euros d'économies. Merci bien, Valentin. Merci Magali. Et plus d'une centaine de Français se sont déclarés victimes d'une arnaque à la crypto-monnaie. Une plainte collective contre X a été déposée auprès du parquet national financier mardi 21 octobre.
Dans le viseur, une plateforme américaine. Les détails avec Robinson Darondo. Loïc, 20 ans, est ingénieur en informatique. Et comme plus de 2000 personnes entre 2024 et 2025, il dit avoir été victime d'une escroquerie sur la plateforme ACCGN. On lançait l'application ici, là, ACCGN. Et en fait, on avait juste un petit bouton et après, ça tournait pendant 5-6 minutes. L'application lui promettait d'investir son argent automatiquement dans le secteur des crypto-monnaies à l'aide de l'intelligence artificielle. Et à la fin, on avait un tableau qui nous disait ce qu'on gagnait, donc le profit du rendement qu'on avait mis, quoi. Un rendement alléchant de près d'1,35% par jour. Au début, la plateforme permettait même de retirer directement ses gains. Sauf qu'après avoir parrainé plusieurs membres de sa famille pour qu'ils rejoignent l'application, Loïc et ses proches ont vu leur argent se volatiliser. Basé aux États-Unis, ACCGN a disparu des radars du jour au lendemain, accusé d'avoir escroqué de l'argent à des Français sur tout le territoire. Je crois avoir 2-3 clients qui ont perdu entre 15 000 et 20 000 euros chacun, et en plus de ça, ont attiré des personnes de leur famille. Néanmoins, l'escroquerie, elle, par contre, se compte en plusieurs millions d'euros. Maître Jérémy Astavola a saisi le parquet financier pour des faits d'association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, abus de confiance et blanchiment. En attendant la décision de la justice, la plateforme ACCGN a été placée sur liste noire par l'autorité des marchés financiers depuis le 22 septembre. Et on vous en parlait dans les titres. Chaque année, c'est un parcours du combattant pour recruter dans l'industrie. 67% des entreprises disent rencontrer des difficultés de recrutement selon l'INSEE. Pour attirer les jeunes, elles peuvent compter sur les WorldSkills, une compétition internationale des métiers techniques. La 48e édition a eu lieu la semaine dernière à Marseille. Les détails avec notre envoyé Ilana Jean-Joseph. Ces machines sont le quotidien de Lona Hugues. Étudiante en BTS, elle fait partie du peu de jeunes à s'être engagés dans une filière technique. Et cette année, elle a décidé de participer au WorldSkills, une compétition où s'affrontent les métiers de l'industrie. Forcément, notre métier il est un peu caché parce qu'on voit les pièces unies mais on ne voit pas ce qui se passe avant. Ça prouve que non, on est là et on fait des pièces et on sert à quelque chose. Particularité de cette année, la compétition rend accessible au public démonstrations et ateliers pour rendre le secteur plus attractif. On propose du concret et cette jeunesse elle est sensible à ça. C'est-à-dire je fabrique, je soude, je peux voir l'ouvrage auquel j'ai participé. Peu de jeunes se tournent vers les métiers techniques de l'industrie. La cause, une image du secteur trop souvent liée à l'usine. Les WorldSkills tentent d'effacer ce cliché. L'industrie c'est plus ça aujourd'hui. L'industrie elle est mécanisée, robotisée, elle est féminisée. Et c'est extrêmement important pour nous de porter ce message-là auprès de la jeunesse présente aujourd'hui. L'industrie recommence à attirer peu à peu. En 2025, près d'un jeune sur deux la considère comme un secteur porteur d'avenir. L'intelligence artificielle transforme notre quotidien, mais elle pourrait aussi bouleverser notre rapport à la vérité. Une étude internationale menée par la BBC et l'Union européenne de radio-télévision révèle des résultats surprenants. Certaines IA seraient des outils de désinformation. Charlotte Daquet est avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Charlotte, concrètement, expliquez-nous ce que cette étude nous apprend. Alors, 22 organismes de médias de services publics répartis dans 18 pays ont participé à l'étude menée par la BBC et l'Union européenne de radio-télévision, en évaluant les 4 IA les plus utilisées dans le monde. Donc, c'est ChatGPT, Copilot, Gemini et Perplexity. Il en ressort que 45% des réponses d'IA présentent au moins une faille significative, quelle que soit la langue utilisée, tandis que 31% des retours des assistants présentaient de sérieux problèmes de source. Basés sur 30 questions d'actualité, générant plus de 3000 réponses, ces retours ont ensuite été soumis à plusieurs critères comme la provenance, la qualité éditoriale ou encore le contexte. Une réponse sur 5 contenait même des erreurs majeures avec des informations biaisées. Et est-ce qu'il y a une IA en particulier que vous nous déconseillez ? Alors oui, tout à fait. L'un des exemples les plus frappants concerne une réponse sur la polémique autour du salut nazi d'Elon Musk. Gemini a utilisé une chronique satirique de France Inter. Charline expose les faits comme une source d'information sérieuse. Donc la pire étant Gemini, qui a eu les pires résultats dans 75% des réponses, soit plus du double des autres assistants. En juin dernier, une étude publiée par l'Institut Reuters a révélé que 15% des moins de 25 ans utilisent l'IA chaque semaine pour s'informer. Mais attention, alors que 79% des Français se déclarent inquiets vis-à-vis de l'IA, elle pourrait représenter 15 milliards
700 millions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Merci Charlotte. Il est l'un des plus grands espoirs du sport français au sens propre comme au sens figuré. Victor Wembanyama, la star du basket, fait son retour après plus de 8 mois d'absence. Le jeune tricolore va retrouver les parquets avec un objectif clair, confirmer tout le talent qu'on lui prête, et son été n'a pas été de tout repos. Un reportage d'Axel Spicciani. Il le répète, je cite, « Mon corps est prêt ». À l'aube de sa 3e saison dans le championnat nord-américain, la prestigieuse NBA, Victor Wembanyama vise haut et espère finir dans les 6 premières places de sa conférence, synonyme de play-off. Après avoir été stoppé net par une thrombose à l'épaule, Wembanyama a pris le temps de se reconstruire. Il y a une différence entre jouer en se sentant bien et jouer en étant fatigué. Et voilà, et honnêtement, je pense que mon corps il est prêt aujourd'hui. C'est là que je me rends compte que peut-être mon corps n'était même pas forcément prêt avant en fait. Et que voilà, je me sens tellement bien sur le terrain aujourd'hui que ça me rassure d'autant plus sur le travail qui a été fait cet été. Cet été, il n'a rien laissé au hasard. Travail physique intense, préparation sur mesure, mais aussi un détour étonnant. Une retraite dans un temple Shaolin en Chine. Là-bas, le géant de 2,24 m a découvert la méditation et les arts martiaux pour, dit-il, apprendre à mieux gérer la pression et sortir de sa zone de confort. De retour au Texas, il a retrouvé ses coéquipiers des Spurs, une équipe rajeunie et ambitieuse. Avec un nouvel entraîneur, la franchise texane affirme ses nouvelles ambitions. Celui que vous voyez dribbler, c'est De'Aaron Fox, l'un des meilleurs meneurs de la NBA. Avec lui, le Français veut désormais transformer son talent en victoire et emmener San Antonio vers les sommets. Bonbons, sorcières et déguisements, pas de doute, Halloween est bien de retour dans les magasins. Chaque année, la fête gagne du terrain en France et transforme vitrines et rayons pour l'occasion. Et les Français dépensent de plus en plus. C'est ce que nous expliquent Inès Canario, Maïssa Bijou et Chana Soltin. Dans les grandes villes françaises, Halloween séduit de plus en plus. 32% des Français la célèbrent, avec un panier moyen estimé à 85 €, selon une récente étude OpinionWay. Alors pour le coup, moi j'aime tellement Halloween que je compte pas véritablement ce que je dépense, mais si je devais regarder à peu près sur les 4 dernières années, par an je devrais dépenser à peu près 80 € je pense. Acheter 2-3 décos, puis même j'achète souvent un sapin pour Halloween, j'adore. J'ai un panier moyen autour de 100 € en temps normal, mais je pense que cette année je vais faire des petites folies. J'ai un nouveau costume qu'il faut que je m'achète, dans lequel je vais investir, et acheter même des décorations pour chez moi, c'est trop bien, j'aime bien être dans l'ambiance Halloween. Et si les marques redoublent de créativité pour surfer sur la tendance, les véritables gagnants de cette fête restent les confiseries. C'est le cas de Paul, gérant d'une boutique à Paris. Alors Halloween, on est à environ 40% d'augmentation sur toute la période d'octobre. Ça augmente vraiment pas mal parce que tout le monde commence à préparer un petit peu le Halloween. Il y a les vacances, donc les gens partent en vacances, ils viennent prendre leurs bonbons avant de partir en vacances. Donc forcément, ça augmente pas mal. Mais le gros de la clientèle, ça reste quand même les adultes, parce que c'est des grands enfants bien gourmands. Halloween n'atteint pas encore l'ampleur d'un Noël, mais malgré tout, cette fête semble avoir trouvé sa place et elle n'est pas prête de disparaître. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Valentin. Merci Magali, merci à tous. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous, à demain.